Salut Fabrice. Salut Marc. Merci d'être là. Fabrice Bonifay, dans le petit monde des gens qui réfléchissent au monde de demain, tu es quelqu'un d'omniprésent, presque j'ai envie de dire. Tu t'intéresses à la question de la durabilité vis-à-vis de l'entreprise. Et moi, c'est un monde qui m'intéresse. Moi, comme tu le sais, je suis plutôt naturaliste, je raconte la biodiversité. Toi, tu viens de l'entreprise et tu parles à l'entreprise. Comment on te présente ? Tu es le président de 2 grandes assos, ONG. Présente-toi en quelques phrases. Bah oui, je suis président de 2 grandes associations françaises. Le C3D, qui regroupe 424 responsables RSE d'entreprises, de grandes entreprises essentiellement. Et le président de GenAct. GenAct, c'est une jeune association, sœur du C3D, qui, elle, regroupe des salariés conscientisés qui ont envie d'agir dans leur organisation, mais qui ne savent pas toujours comment faire. Et GenAct leur apporte les méthodes et les outils pour faire advenir des modèles économiques à visée régénérative. Moi, je vais te faire ta présentation comme j'avais fait la dernière fois parce que ça fait plusieurs fois qu'on se croise, toi et moi. Tu es un ingénieur à la base. Tu es un ingénieur du CNAM, Oui. donc du Conservatoire national des arts et métiers. Mmh. Tu as bossé très longtemps chez Bouygues. Incontestablement. Tu as quitté Bouygues il y a 6 mois, donc en 2025, et maintenant tu te consacres pleinement, entre guillemets, à porter la bonne parole sur, en gros, moi, ce qui me paraît un oxymore presque, c'est-à-dire comment à continuer à faire du biz, à faire des affaires en tant qu'entreprise et à être durable. Toi, tu cherches une voie, finalement, entre ces 2 chemins, j'ai envie de dire. Mmh. Tu vas nous expliquer si c'est possible et comment c'est possible. Mais je finis de te présenter vite fait. Alors, chez Bouygues, tu bossais comme directeur développement durable et QSE. Qualité, sécurité, environnement, tu as quitté ça. Le C3D dont on parlait tout à l'heure, c'est le collège des directeurs du développement durable, c'est ça que ça veut dire le C3D. Tu présides une asso qui s'appelle GenAct, tu l'as dit aussi, qui cherche à promouvoir des modèles économiques régénératifs dans les entreprises. Et tu es administrateur toujours du Shift Project de ce cher Jean Covici, qui est un think tank qui est consacré à la transition énergétique, écologique. Fabrice, est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant ces très nombreuses casquettes qui encombrent ta tête? Il y a 2-3 sujets encore. J'écris aussi des livres, comme tu l'as dit. Je suis conférencier. Je suis éditorialiste sur TF1 Info. Okay. J'écris des éditos tous les 15 jours. Soyons précis, tu as écrit un bouquin qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Les 101 mots de la RSE, c'est Non, ça? c'est pas celui qui a le plus de succès. Celui qui a le plus de succès, celui d'avant. C'est l'entreprise Contributive. Les 2 derniers, c'est cela, oui, effectivement. Tu es le champion de la punchline, Fabrice. Si, ne fais pas cette move, ne sois pas modeste. Tu es le champion de la punchline. Oh. Je t'invite à en placer une tout de suite. Je t'ai invité pour qu'on parle justement de ce qui, moi, me paraît presque un paradoxe, c'est-à-dire comment continuer dans ce modèle qui est quand même, qui reste un modèle capitaliste, tout en cherchant la durabilité. Moi, ça me paraît très difficile. Et toi, tu cherches une voie là-dedans. Donc, est-ce qu'une de tes punchlines se réfère à ça? Je dirais que on doit rechercher une forme d'harmonie maintenant pour concilier ces contraires. Donc l'harmonie, c'est pas l'écrasement des différences, c'est la conciliation des contraires. Donc, attends, il faut que tu la refasses au ralenti, celle-là. Ouais. L'harmonie, c'est pas l'écrasement des différences, c'est la conciliation des contraires. Ok, et ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire en fait que oui, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires, ne serait-ce que dans le terme développement durable, donc qui peuvent être perçues comme des injonctions contradictoires, et pourtant, il y a bien une nécessité de concilier l'impératif écologique avec la nécessité économique. Donc, l'idée, c'est de trouver une 3e voie, dire comment on peut arriver à faire ça. Et on est même sûr qu'il est possible de le faire, à condition de tout changer. J'ai bien dit tout changer. Ok. Ouais. Fabrice, quand tu regardes l'état actuel du monde, on va préciser ta pensée au fur et à mesure. On a un peu de temps pour ça. Tu m'as fait l'honneur de constater tout à l'heure qu'effectivement, nous autres podcasteurs, on donne plus de temps. Quand on t'invite sur un JT, tu as 2 minutes pour déployer ta pensée. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En 2 minutes, c'est difficile de déployer une pensée qui, par définition, est complexe. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu regardes l'état actuel du monde, je rappelle qu'on est fin 2025, quel diagnostic stratégique tu poses sur notre modèle économique, celui qu'on s'est globalement choisi à l'échelle du monde, qui s'appelle le capitalisme, jusqu'à nouvel ordre. Donc quel diagnostic tu poses sur ce système qui pourrait être un autre, qui nous gouverne, qui nous régit ? Le constat, il est affligeant si on regarde d'un point de vue purement physique, d'un point de vue des indicateurs qui sont les nôtres sur l'état du monde
au regard de ce que les scientifiques du Stockholm Resilience Center ont modélisé au travers les limites planétaires, le constat il est implacable. On en a dépassé 7 sur les 9 et les 2 qui restent ne sont pas très bien en point. Donc notre modèle il est obsolète car il crée beaucoup de richesses économiques mais il détruit l'essentiel de la valeur écologique. Donc il faut en changer si on veut maintenir les conditions d'habitabilité de la planète. Enfin, une fois qu'on a fait ce constat qui a été fait déjà il y a plus de 50 ans, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est qu'il y a des verrous sociotechniques, une inertie énorme, et il faut changer. Quand le problème est complexe, quand le diagnostic est implacable comme il l'est aujourd'hui, c'est pas un effet positif qui va permettre de changer tout. C'est la combinaison de ces effets qui vont peut-être un jour arriver à provoquer ce qu'on appelle une bascule. Et donc, j'œuvre dans ma sphère d'influence modeste à faire en sorte que cette bascule arrive le plus vite possible pour le bien de l'humanité, parce que c'est ma raison d'être aujourd'hui. Fabrice, qu'est-ce qu'on ne veut toujours pas voir ? Mon père dit toujours, toi qui aimes bien les punchlines, on ne connaît pas, on est un con. Mais je maintiens quand même la question, selon toi, qu'est-ce qu'on ne veut toujours pas voir, mais qu'il devient urgent d'admettre ? La finitude du monde. On ne veut pas l'admettre. Cette finitude, que le monde est fini, que la Terre est ronde, et qu'en fait il y a 2 écoles qui s'opposent, en fait, pour faire simple. J'aime pas faire simple, mais il y a des fois il faut quand même trouver des images. C'est qu'il y a ceux qui pensent, il y en a plein, qu'on s'en sortira toujours par le génie humain, par le solutionnisme technologique, qui, c'est vrai, a fait des progrès considérables depuis plus d'un siècle, et que finalement les défis qui nous font face aujourd'hui pourront se régler par cette voie-là. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus lucides et qui se disent oui, la technologie c'est très bien, mais est-ce que ça va suffire pour diviser par 9 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 ? C'est pas sûr. Est-ce que la technologie va suffire pour baisser l'empreinte des activités humaines sur le vivant ? C'est pas sûr non plus. Est-ce que la technologie va nous permettre d'éradiquer toute forme de pollution dans l'eau, dans l'air, dans le sol, etc. On peut commencer à en douter. Et puis enfin, est-ce que la technologie va résoudre le problème de la misère sociale des 3/4 de l'humanité ? Bon, alors là, il y a quand même aussi un gros point d'interrogation. Donc, ces 2 mondes qui s'opposent, des technosolutionnistes transhumanistes et des scientifiques lucides, c'est la bataille qu'il va falloir qu'on mène aujourd'hui. J'espère qu'on va la gagner, parce que sinon, on est mal barré. Et d'ailleurs, si les premiers gagnent, les solutionnistes technologiques gagnent, ils vont gagner, mais on va tous perdre. Qu'est-ce que tu appelles un solutionniste, un technosolutionniste ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui considère la technologie, c'est quasi mystique, c'est une religion. On va trouver, il y a un problème, donc il y a une solution technique, une solution d'ingénieur. Donc, oui, il y a des gaz à effet de serre, très bien, donc il ne faut plus en émettre, parfait. Donc, on va produire des énergies renouvelables, il n'y a plus de gaz à effet de serre, donc le problème est résolu. C'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ingénieur, c'est ta corporation ? C'est la corporation aussi de Jean-Marc Jancovici. Il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui qui ont pris la parole comme toi. Non, ne fronce pas les sourcils, t'inquiète pas, je vais pas encore te défoncer à ce stade-là. Ouais, je vais me défendre. Je sais bien. Mais les fameux technosolutionnistes dont tu parles sont issus de ta corporation. Les ingénieurs, moi ce que je te demande, pour l'instant amicalement, c'est l'ingénieur, en gros, comment tu vois les choses ? Quelles sont ses qualités ? Quels sont ses défauts ? L'ingénieur, il travaille pour le compte d'une vision qui peut le dépasser complètement. Il répond à une injonction de résoudre un problème technique avec une solution technique. Et de là, il y en a qui ont une âme et une conscience, et d'autres qui n'en ont pas. Et il y a ceux qui trouvent les solutions sans penser aux conséquences. Enfin, c'est un peu le dilemme de l'atome. Je pense à Einstein, je pense à Milena Einstein. C'est exactement ça. C'est que tout dépend où tu mets ton génie, pour quelle cause. C'est pour ça que la raison d'être est très importante. Trouver des solutions à des problèmes qu'on ne devrait pas résoudre, c'est pas glorieux. Il y a des choses, il y a un principe de précaution qui aujourd'hui n'existe pas, qui n'existe plus, et qu'il faudrait pouvoir quand même soit réanimer, ou soit accepter, parce que comme aucune technologie n'est neutre en tant que telle, c'est une technologie, ça peut être très très bien, mais ça peut être très très mal, ça dépend comment on l'utilise. Donc c'est ce qu'on appelle l'usage et le mésusage des technologies. Ce qui est important lorsqu'on fait émerger une nouvelle technologie, c'est d'avoir la force d'âme, de la réguler, pour ne conserver, en tant que de besoin et en tant que de possible, que le meilleur de cette technologie. Mais c'est très difficile parce que les hommes ne savent pas faire ça. Donc quand il y a une technologie qui arrive, oui, elle est utilisée pour le bien, mais elle est aussi utilisée en même temps pour le mal. Et quand le mal emporte sur le bien, on aurait mieux fait de ne pas l'inventer. Et les exemples pullulent dans la vraie vie. Je veux bien que tu nous en donnes. Tu prends une voiture c'est super bien.
C'est formidable pour se transporter. Par contre, dès lors que tu fais n'importe quoi avec ta voiture et que tu provoques des accidents, ne serait-ce que ça, parce que tu roules bourré ou parce que tu l'utilises en tant que bélier, c'est pas un outil, c'était pas fait pour ça la voiture à l'origine. C'est pareil pour le numérique, hein, c'est pareil pour un outil. Tu prends un marteau, c'est hyper pratique pour enfoncer un clou. Si tu l'utilises pour taper sur ton voisin, voilà. Donc on voit bien que tout ce qu'on a inventé, tout ce que l'homme a inventé, peut être dévoyé. La seule façon qu'on a trouvée aujourd'hui pour éviter le dévoiement, c'est la régulation. Donc il faut accepter la régulation. Et surtout, souvent, moi je l'expliquais dans mon livre, on dit oui, mais c'est important comme la liberté, il faut laisser les gens s'autoréguler, etc. Oui, sans doute, mais s'il n'y a pas de responsabilité, il ne peut pas y avoir de liberté. Donc moi je dis souvent qu'en face, la statue de la liberté à New York, il est grand temps d'ériger une très très grande statue de la responsabilité. Qui ressemblera à quoi ? Il y aurait ton visage Oh là là, moi je ne suis pas du tout intuitif personnel pour ce genre de choses. Non, mais il faudrait trouver une forme humaine ou non humaine qui représenterait le plus la responsabilité. Les animaux, par exemple, sont responsables. Ah, alors là, c'est bien, je te remercie. Tu Oui. fais un petit pas vers Baleine sous Gravillon, ce podcast qui est ton podcast de chevet. Voilà. Je le sais. Oui. À quels animaux tu penses ? Tous les animaux. Il n'y a aucun animal, à part nous, Ouais. qui détruit plutôt son environnement. Aucun. Ok. Donc les animaux sont en symbiose avec leur environnement, ils ne le détruisent pas. Ouais. Ils s'adaptent, ils interagissent entre les espèces avec des phénomènes d'entraide extraordinaires. La loi de la jungle, c'est une fable. Il y en a un petit peu, mais l'essentiel des interrelations entre les espèces, c'est des interrelations d'entraide. Et l'espèce humaine, non, l'espèce humaine, depuis toujours d'ailleurs, sauf que maintenant on est beaucoup plus efficace dans notre processus de destruction car on utilise des machines, on détruit notre environnement. Ouais. C'est complètement dingue. Mais on sait pourquoi, maintenant. C'est ça qui est bien. Ouais. Ta fameuse loi de la jungle, là, dans ma conférence, moi je rappelle souvent cette phrase, tu sais, de Jean-Marie Pelt. Là, tu vois, il y a toute la collection des livres de Jean-Marie Pelt à côté de nous. Tu connais Jean-Marie Pelt, c'était un grand botaniste, comme ton copain Olivier Hamant, bien sûr. Qui est passé aussi à ce même micro il y a quelques temps. J'imagine que tu salues Olivier et moi aussi. Oui. Olivier Hamant, qui est le papa, le promoteur d'un beau concept que je trouve révolutionnaire et que tout le monde trouve révolutionnaire, qui s'appelle la robustesse. J'imagine que tu fais souvent des interventions avec lui. Et bref, ce fameux Jean-Marie Pelt rappelait souvent que la coopération crée et que la compétition trie. Oui. Dans le vivant, chez les plantes, chez beaucoup d'espèces. Parce que tu vois, effectivement, dans le monde de l'entreprise, on nous rebat les oreilles avec la compétition. Mais en fait, il y a aussi la coopération qui pourrait se... Oui, c'est un peu caricatural de dire qu'il n'y a pas de coopération ou de collaboration dans les entreprises. Par contre, c'est vrai que la compétition, un bon concurrent, c'est un concurrent qui n'existe plus, donc ça laisse la voie à plus de ventes. Cette notion-là, elle existe, un peu comme dans le sport d'ailleurs, et ça conduit à cet esprit d'aller toujours vers plus de performance qui fragilise. Bon, il est clair que, d'ailleurs, Hamant n'est pas contre la performance. Hamant dit, oui, on doit être 99% du temps dans une approche de robustesse, parce que la performance, ça use. Et on ne peut pas en permanence être au taquet, parce que si on est en permanence au taquet, on finit par collapser. Et je pense qu'il a raison. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on se doit d'apparaître, en tout cas, comme en permanence performant. Mais ça n'existe pas, ça, dans la nature. Oui. Donc il faut qu'on ralentisse. Moi, je suis pour qu'on ralentisse. Oui. Moi aussi. C'est bien, on est bien. Ouais. Allez, tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, toi qui es ce champion des aphorismes, des punchlines, tu m'as parlé de la loi de Brandolini. Alors, je voudrais déjà que tu nous le définisses en quelques mots. C'est une loi qui montre en fait que celui qui affirme tout et n'importe quoi, mais d'une façon péremptoire, qui affirme quelque chose de faux, ou avec du vrai et du faux mélangés, mais qui globalement relève d'une imposture, est plus entendu aujourd'hui et écouté que celui qui va développer un argumentaire pour démontrer que ce que la personne qui a affirmé un truc faux, eh bien, ça va lui demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'arguments. Oui. Et de fait, plus de temps dans le temps des médias, c'est juste impossible, ça ne passe pas. Et donc, vis-à-vis de l'opinion publique, celui qui a fait une connerie, finalement, il est plus cru et ça se véhicule plus vite. Donc ça, c'est terrible. Tu dois t'habituer ici quand même, parce que là, le vivant, c'est complexe. Hein. Ouais. Les sujets complexes appellent des réponses qui sont parfois plus longues qu'une phrase lapidaire. Ouais. Donc souvent, il y a beaucoup d'intervieweurs en télé, c'est terrible. En télé, le mec qui te pose une question, on sait que ça va durer 30 secondes ou 2 minutes à l'antenne. Ouais. Et lorsque les questions sont complexes, c'est très difficile de répondre, quoi. Sinon, tu réponds une connerie, ou tu réponds un truc évident, et qui, bon, ok, très bien. Et sur nos sujets, en tout cas sur les miens, rien n'est simple.
tout demande de la nuance, tout demande de l'explication, d'approfondir un peu le truc. Donc il faut un petit peu de temps. C'est pour ça que j'aime bien les formats podcast, parce qu'on peut parler un peu plus qu'une interview rapide en presse où tu as le temps de rien dire, quoi. Tu dis, il fait beau, puis là, il fait pas beau. Oui, d'accord, mais très bien. Mais la vie est plus complexe que ça. Donc dans les médias rapides, là, comme les réseaux sociaux ou les chaînes d'infos, c'est terrible, parce qu'en fait, on prend plus le temps d'expliquer la complexité. Comme à l'époque où on prenait le temps. Et concrètement, c'est quoi la loi de Mandolini ? La loi de Mandolini, c'est qu'il faut 10 secondes pour sortir une connerie. Voilà, dire la Terre est plate. Et puis il faut plus de temps pour dire mais non, la Terre n'est pas plate, quoi. Et puis pour démontrer qu'elle n'est pas plate. Donc finalement, c'est celui qui dit la connerie qui finalement remporte l'attention, parce que lui, il affirme une vérité qui est fausse, mais avec une façon péremptoire, une façon affirmée, sûre de lui. Et puis le scientifique qui doit dire non, c'est pas vrai, lui, il peut pas dire s'il dit la Terre est pas plate, ça va pas le faire. Donc il va pas convaincre. Donc pour convaincre, il va falloir qu'il explique, qu'il argumente. Et du coup, il va mettre plus de temps. Quand on met plus de temps dans le monde dans lequel on est, et qu'on n'est pas forcément un super bon orateur, et puis que le temps d'antenne est contraint, finalement, c'est celui qui a dit la connerie qui remporte l'adhésion du public qui écoute. Bingo, c'est comme ça qu'on véhicule des choses qui sont fausses. Par exemple, sur le changement climatique, on assiste à ça en ce moment. Oui, le réchauffement climatique, c'est lié à la distance du soleil, ça a toujours existé, etc. Oui, mais c'est Paul Valéry qui disait qu'il y a pire que raconter des choses fausses, c'est raconter des choses vraies avec des choses fausses. C'est ce mélange du vrai et du faux, des sophismes, qui fait que ça trompe les gens. Mais ça, c'est terrible, non ? Tu es formidable. La loi de Mandolini, je voudrais te rappeler quelques détails, ça m'intéresse beaucoup, est surnommée le principe d'asymétrie des baratins. Cette loi a été proposée seulement en 2013 par un programmeur italien, Alberto Brandolini. Voilà. Et lui s'intéressait à ce que racontait à l'époque Silvio Berlusconi. Qui est un champion de ça. Aujourd'hui, on a Trump. Avant, il y avait Silvio Berlusconi. Et voilà, donc l'asymétrie des baratins. Et pour en venir à une phrase que je dis souvent, tu sais qu'on a un compte Insta sur lequel on débunk, on démystifie beaucoup de fake, beaucoup d'IA qui sont légion aujourd'hui partout, y compris sur Insta, etc. Effectivement, qui sont très très rapides à produire, mais qui prennent beaucoup de temps et d'énergie et d'argent et de talent à débunker. Et il y a cette fameuse phrase: les fakes prennent l'ascenseur, alors que la vérité, elle prend les escaliers. Oui. Bon, moi, c'est quelque chose que je ressens tous les jours dans ce que j'essaye de faire. Et en fait, là, ce qu'on dit, là, le bullshit asymmetry principle de Brandolini, que tu as eu le bon goût de me rappeler, découle d'un énoncé un peu plus ancien d'un écrivain qui s'appelait John Arbuthnot, dans L'art du mensonge politique, qui disait cette phrase que je découvre, tu vois, en gros, tu me fais découvrir des trucs: le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant. En fait, bref, c'était juste pour te remercier parce que ton histoire de Brandolini là me ramène à la source de cette phrase que je dis souvent, qui est que, tu sais, les fakes prennent l'ascenseur et la vérité l'escalier. La vérité l'escalier. Oui. On en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que d'ailleurs les complotistes, les simplistes, les platistes, l'emportent sur la vérité et la rigueur scientifique. Tout simplement parce que c'est plus facile d'asséner une connerie que de raconter la complexité du monde. Parce que la complexité du monde, ça nécessite un petit peu de temps, un petit peu de discernement et de nuance aussi. Et ça, les médias aujourd'hui, ils en manquent quand même notablement de ces qualités-là. De temps, oui, parce qu'on est dans l'immédiateté. On voit bien d'ailleurs comment sont réalisées les émissions. Il faut que ça aille vite, il faut qu'on change de plan, il faut surtout pas s'apesantir. Puis, s'apesantir sur un sujet parce qu'on a peur que les gens s'endorment et zappent et aillent sur un autre média et on perd du temps de cerveau disponible. Donc c'est absolument terrible. Ouais. Donc la psychologie des réseaux sociaux, c'est ça. Ouais. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, ceux qui en jouent pour vendre de la pub, parce que derrière, c'est dans un but mercantile, commercial, ils connaissent bien les ressorts psychologiques. Et d'ailleurs, c'est terrible pour ceux qui sont mal préparés, parce que, notamment les enfants, parce qu'ils tombent dans le panneau, quoi. Ouais. La phrase que tu viens de dire, là, c'est une autre punchline que j'ai bien connue, qui vient des Guignols. L'ancien patron de TF1 pour qui tu bosses aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, s'appelait Patrick Lelay. Et Patrick Lelay, il est célèbre pour la phrase que tu viens de dire. Il a dit: ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. À la télé, c'est ça qu'il disait. L'ancien PDG de TF1. Je te propose qu'on s'arrête là dans cet épisode, Fabrice. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles.
Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.